Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Alexandre Caudal et je serai accompagné aujourd'hui par Simon Eyus Bonjour! et Agathe Presselin. Bonjour. Pour ce second épisode abordant les films rotoscopés de Richard Linklater, nous quittons les divagations oniriques de Waking Life pour sombrer dans le bad trip policier de A Scanner Darkly. Sorti en 2006, A Scanner Darkly est l'adaptation d'un roman de Philip K. Dick publié en 1977 et connu sous le titre francophone Substance Mort. Considéré comme un des textes les plus personnels de son auteur, Dick narre les déboires de Bob Arctor, un policier californien infiltré dans un groupe de toxicomanes lui faisant office de colocataire et d'ami. Lui-même lourdement intoxiqué, il tente de remonter une filière de production de substances D pour Death. Alors que des soupçons se portent sur New Hope, une agence de cure de désintoxication, son supérieur hiérarchique lui demande d'enquêter sur lui-même. En effet, Bob n'emploie pas son prénom sur son lieu de travail, mais un nom d'emprunt, Fred. Alors, le protagoniste est plongé dans un vertigineux trouble identitaire, perdant son individualité et cédant progressivement face à la paranoïa. Donc, le roman était sorti quelques années après une période de paranoïa qui est devenue assez mythique aux États-Unis, c'était celle de la présidence de Richard Nixon. On pense notamment aux écoutes du Watergate, qui présageaient une société du contrôle et de la surveillance. Mais c'est aussi l'époque où Kadik faisait ses études à l'université de Berkeley et atteste avoir été espionné, lui et plusieurs de ses camarades. C'est aussi l'époque où des services états-uniens distribuent de la drogue pour engourdir de potentiels contestataires dans des milieux jugés à risque, tandis que la politique officielle faisait des usagers des perdants que l'on préfère écarter du système. Dick, s'il est connu pour ses romans de science-fiction, a aussi écrit des romans qui tiennent plus de l'anticipation, et c'est le cas ici. L'intrigue porte moins sur des androïdes rêvant de moutons électriques, mais plutôt sur une génération post-hippie qui, si elle a perdu espoir en le flower power, n'a pas abandonné les paradis artificiels, et c'est peut-être ce qui la condamne et la ronge. Linklater, lui, retrouve grâce à cette prémisse ces marginaux qui se perdent en élucubration qui habitent nombre de ses films, depuis Slacker jusqu'à Waking Life. Le film est un curieux mélange entre un stoner movie, une sorte de film centré sur des toxicomanes, où l'on suit des personnages complètement perchés qui déblatèrent à n'en plus finir, et un film néo-noir reprenant une intrigue policière où l'enquêteur ne peut se fier à personne et doit démêler un réseau tentaculaire de complots, le tout matiné d'anticipation donc. Comme pour Waking Life, Linklater et ses équipes utilisent la rotoscopie numérique grâce au logiciel Rotoshop de Bob Sapiston qui fait à nouveau partie des directeurs de l'animation sur ce film. Bien que son rôle ait un peu changé par rapport à Waking Life, mais on va y revenir. Pour rappel, la rotoscopie est une technique d'animation qui consiste à relever et reprendre, image après image, les informations qu'une prise de vue réelle enregistrée au préalable offre aux animateurs. Rotoshop adapte cette technique assez ancienne aux outils numériques que sont l'ordinateur et la tablette graphique. Le style de A Scanner Darkly est toutefois assez différent de celui adopté pendant la post-production de Waking Life et instaure un usage plus conventionnel et réaliste de la rotoscopie après les expérimentations bigarrées des débuts du Rotoshop. En partant de ça, je vais vous poser des petites questions. Simon, est-ce que le film t'a rendu accro ou est-ce que t'as ressenti du manque? Oula, alors c'est difficile de répondre à cette question. C'est un film, je dirais quand même qu'il y a des choses qui ressortent qui sont assez positives. Déjà, j'aime bien cette SF ancrée dans le quotidien et qui est très cohérente avec la filmographie de Linklater, qui s'est quand même pas mal consacré aux marginaux et aux longues discussions. Et j'ai bien aimé que cette SF, elle s'ancre justement dans cette quotidienneté, dans ce rapport tangible au réel malgré tout. Avec cette idée de discussion en digression et en percée paranoïaque qui sont plus proches d'un naturel plus que du surnaturel. Et c'est peut-être l'élément de SF qui m'a le plus intéressé et qui fait effectivement plus partie de l'anticipation et qui montre aussi et qui réadapte cette idée de surveillance à de nouvelles manières d'imaginer de la surveillance au XXIe siècle, qui passerait notamment par les portables et par l'idée d'une identité qui serait masquée grâce au numérique. Et là, c'est difficile de ne pas penser notamment aux IA qui permettent de modifier assez facilement une image pour la remplacer par une autre. Donc à ce niveau-là, il y a quand même une actualité qui est intéressante dans le film, mais honnêtement, c'est très, très théorique ce que je dis parce qu'en regardant le film, je me suis surtout énormément ennuyé et cet ennui, il est provoqué par quoi? Il est provoqué par justement ce sentiment d'être plongé dans des conversations auxquelles on capte pas grand-chose. Et même l'enjeu principal, c'est-à-dire l'histoire d'un policier qui s'avère surveiller ce qui
seraient ses amis, finalement, va quand même être rendu peu compréhensible par la manière dont est narré le récit et qui passe par des dialogues qui sont extrêmement alambiqués et qui vont compliquer un récit qui pourrait être beaucoup plus simple que ça et qui pourrait passer justement par quelque chose de plus de l'ordre de la conversation anodine. Après, il y a quand même quelque chose qui m'a intéressé aussi dans la manière dont le Photoshop apparaît dans ce film-là, comment il est raffiné pour être quelque chose qui produit quand même des choses graphiques qui m'intéressent. Mais ça, je réserve ça pour un second temps. Là, je fais part quand même de ma relative déception par rapport au film. Et toi, Agathe, j'espère que t'as pas frisé l'overdose. Mais du coup, je sais que c'est un peu ce que tu as potentiellement, vécu toi aussi, Alexandre. Mais, ce qui s'est passé, c'est que avant de revoir le film pour préparer, l'émission, j'ai lu le livre que j'avais jamais lu de Philippe, Cadic, donc, A Scanner Darkly, le roman. Et ça s'est un peu superposé à plusieurs choses qui font que je n'aime pas le film. Clairement, je n'aime aucun aspect, du film. Je pense que je vais passer l'émission à chaque fois rebondir sur, ce que vous allez dire pour dire pourquoi c'est un mauvais film. Enfin, j'espère ne pas être aussi inintéressante que ça, parce que quelque part, il y a des choses très intéressantes dans pourquoi j'aime pas le film, notamment l'usage de la rotoscopie, et pourquoi est-ce que j'avais été aussi enthousiaste sur la rotoscopie qui est générée par le même logiciel dans Waking Life, donc le film dont on avait parlé dans un premier temps, dans un autre épisode consacré du coup au film d'animation de Linklater, et pourquoi avec ce film où il y a toujours rotoscope, ce logiciel de rotoscopie que tu as super bien détaillé Alexandre, pourquoi dans ce film-là ça m'intéresse pas, même si j'ai quand même des inclinaisons ou des affinités avec des aspects purement graphiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve plutôt jolies, mais je pense que sur ce que ça dit de l'animation, sur ce que ça produit au niveau de comment on produit pour le coup des images. Je crois qu'il y a des gros défauts mais qui m'intéressent. Disons que je vais être assez négative mais tout ça c'est des choses intéressantes. Mais pour revenir au film et au fait que j'ai lu le livre, c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps. Que j'avais vu vraiment fin collège, début lycée, pas très important précisément. Ce qui est important c'est que j'avais aucun souvenir du film, à part que je m'étais un peu ennuyée, mais ça m'inquiétait pas plus que ça de revoir le film avec ce souvenir-là d'un certain ennui parce que cet ennui-là, je savais plus vraiment s'il était OK ou pas, et je me rappelais aussi de ne pas avoir compris le film. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord lu le livre, et après, j'ai revu le film. Non seulement je me suis ennuyée comme un rat mort, mais du coup, clairement pour de mauvaises raisons. Ça veut dire que je pense que le film est mal construit, je pense qu'il est mal monté, parce que peut-être qu'au moment de sa construction, et on y reviendra, mais je pense pas que ce soit le tournage qui soit en question. Je pense que c'est plutôt le devenir du film dans un circuit hollywoodien, etc., qui a mangé tout ce qui a peut-être été plutôt intéressant au moment du tournage. Et ensuite, j'ai rien compris, et comme j'avais lu le livre, alors je sais pas si j'ai été influencée par ça, mais je crois pas, mais comme j'avais lu le livre, j'ai un peu aussi assisté en direct au montage du livre, entre guillemets, c'est-à-dire à toutes les opérations de réécriture qui ont été opérées. Et évidemment, je suis pas une puriste des livres, je pense que c'est évidemment nécessaire que lors d'un scénario, il y ait des prises de position par rapport au livre dans un scénario puis dans un film. Mais là, je pense que c'est objectivement que des mauvaises décisions. Et après, j'y reviendrai au long de l'émission, mais je pense que les aspects qui ont été gardés du livre sont un peu les aspects what the fuck ou les aspects stone justement, alors que le livre est un livre, et ça aussi je reviendrai dessus, mais c'est un livre qui, moi, pour le dire un peu naïvement et bêtement, m'a bouleversée. C'est un livre qui a beaucoup pesé aussi quand je l'ai lu, quand je l'ai terminé, alors que vraiment quand on regarde Scanner Darkly, j'avais l'impression de regarder un film avec des potes quand j'avais 14 ans, en fumant des trucs, sauf qu'il n'y avait même pas de pote avec moi ou quoi que ce soit, donc super chiant. Mais par ailleurs, il y avait quand même une amie avec moi, désolée pour elle. J'ai regardé le film avec une amie, là où je me suis dit que j'avais quand même un peu raison et que j'étais pas juste orientée par le fait que j'avais d'abord lu le livre, c'est que cette amie, elle a été une espèce de témoin assez important de qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'a pas encore lu le livre et qui découvre le film pour la première fois, et bah ça produit quelqu'un qui ne comprend absolument rien au film. C'est-à-dire que moi, j'en comprenais plus avec mes données de lecture, et ça donne aussi quelqu'un qui s'ennuie, mais alors au plus profond de son âme. Mais bon, je peux en rajouter un peu sur tes statistiques parce que pour le coup, je pense qu'on est assez d'accord tous les trois. Comme toi, Agathe, mon appréciation du film s'est fait en 3 temps, un peu de la même manière. J'avais découvert le film il y a un certain nombre d'années, je me rappelle pas exactement. Et pour préparer l'émission, je me suis, pareil, accordé le temps pour lire le livre. Il m'a vraiment, vraiment plu. Enfin, j'étais très surpris, c'était le premier livre de Cadic que je lisais. Ça a été un éclairage, je pense,
assez précieux pour aborder le film, qui au final m'était sans doute passé un peu dessus la première fois. Enfin, là, en le revoyant, il m'a semblé, je trouve, assez clair que le film passait à côté de quelque chose. C'est-à-dire, étant donné qu'on est sur une enquête sur soi qui tend au trouble, qui tend à la crise, qui tend à la perte des repères, j'étais assez surpris de voir à quel point le film était lisible, à quel point il était limpide, à quel point tout ce que Sabiston, ses équipes et Linklater ont pu développer, mettre en place, essayer sur Waking Life disparaissait de ce film-là. Ce qui aurait pu être profitable au film, étant donné que ce climat flottant qu'on décrivait dans l'épisode sur Waking Life est peut-être pas si étranger des désordres narcotiques qu'expérimentent les personnages dans Scanner Darkly. Et ça a été un peu ma question pendant le film, c'est pourquoi est-ce que des personnages qui sont juste en train de déblatérer, d'avoir des crises de paranoïa sur des choses assez simples, comme une voiture qui fonctionne plus ou qui a une panne, un vélo qu'on a volé, des choses très très quotidiennes mais qui soudain viennent perturber tous les repères et désordonner le réel dans lequel ils vivent. Pourquoi est-ce que le film passait à côté du trouble en fait que rencontre Bob? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce qu'on retrouve dans le livre, ce balancement constant entre Fred qui est donc la couverture de Bob, voire même on peut parler de sa troisième identité à la fin du livre, qui est Bruce lorsqu'il arrive à New Hope. Je pense que c'est le moteur le plus intéressant du livre. Enfin, c'est ce qui est vraiment très émouvant en fait de voir un personnage vraiment perdre pied, tandis que dans le film, ça se fait d'un coup. Il n'y a pas d'installation de ça. On voit juste des personnages complètement défoncés en train de déblatérer sur le canapé. Et ça s'arrête à peu près là. Et je pense de toute façon que Linklater a quelque chose de trop attaché au dialogue, c'est-à-dire à la communication, pour pouvoir aborder un matériel qui ne fait que dilapider ses repères, se perdre en anecdotes, en éléments scientifiques et en observations qui, mis sous une loupe, deviennent des ferments pour des crises de paranoïa. Et je pense que Linklater ne peut pas vraiment aborder cette problématique-là dans son cinéma. C'est pas quelque chose qui lui est familier. Et ça se retrouve dans cette animation qui est beaucoup plus sage, si l'on veut, qui est beaucoup plus proche du réel. On voit beaucoup moins de décrochage comme on avait dans Waking Life où d'un plan, d'une scène à une autre, les modèles pouvaient évoluer, changer, partir dans plein de directions, changer de style. Là, le travail de l'animation, enfin j'aimerais bien qu'on évoque ça pour commencer, le travail de l'animation, l'usage du Photoshop, c'est en quelque sorte professionnalisé, institutionnalisé, et je pense que c'est un des premiers soucis dans l'adaptation du bouquin de Kadik. C'est que plutôt que garder ce qu'ils avaient commencé à trouver, ce qu'ils avaient commencé à essayer de faire avec Photoshop sur Waking Life, qui tient, si l'on veut, d'une forme d'avant-garde, d'une forme d'expérimentation, on part dans quelque chose où soudain, Richard Linklater va se poser des questions mais assez farfelues, comme par exemple, comment est-ce qu'on doit dessiner la barbe de Bob Arctor, qui est joué donc par Keanu Reeves. Et il n'y a qu'une seule manière de dessiner sa barbe. Et je me faisais la réflexion, mais imaginons un instant que cette barbe est changée constamment pendant le film, que son dessin, que son style est changé, ne serait-ce que ça. Est-ce que ça aurait pas pu avoir un effet justement sur que selon moi le film n'arrive pas à atteindre, sur ce problème que je trouve au film, ça peut en bonne partie venir du fait que le Photoshop devient un outil qui est beaucoup plus maîtrisé ou beaucoup plus contrôlé que sur Waking Life. Ouais, je pense que tu as bien ramassé, entre guillemets, la problématique du film ou le problème qui le traverse et qu'il n'arrive pas à se dépêtrer, ce film. C'est l'usage de la rotoscopie, comment il est ordonné et qu'est-ce que ça trahit aussi des intentions de ceux qui font le film. C'est-à-dire pas seulement Linklater, mais aussi derrière lui, un studio, une boîte de diffusion, des producteurs, tout un budget, etc. Il faut qu'on se rappelle que c'est presque la palissade, mais que la filmographie de Linklater, elle est double, elle a toujours été double, elle l'est encore aujourd'hui. C'est que Linklater, c'est à la fois ce cinéaste indépendant qui œuvre à Austin, dans le Texas, de manière autonome. C'en est presque une sorte d'auteur, c'est-à-dire qu'il fait ses propres scénarios, ou alors il les écrit avec des amis. Il fait ses tournages dont il maîtrise la totalité du déroulement, parce que c'est des tournages qui sont assez légers. Il y a souvent des stars, etc. La légèreté vient pas forcément de là, mais la légèreté vient plutôt de c'est tourné chez lui, c'est tourné chez les amis, c'est tourné dans une ville qu'ils connaissent parfaitement. Il y a tout un tas de budgets, d'autorisations, de choses dont en fait le cinéma
fait à Austin de Linklater ne s'embarrasse pas, et puis il y a une espèce de captation de la vie qui passe effectivement par le dialogue, etc. Et l'autre face du cinéma de Linklater, c'est le cinéma hollywoodien, c'est des gros box-office, c'est des films qui sont vraiment des films à gros budget, en studio, et réalisés pour des grosses firmes, comme par exemple la Warner, qui est donc le distributeur de le film A Scanner Darkly. Et ces deux faces, elles sont pas autonomes, ces deux faces, elles se nourrissent. C'est-à-dire que déjà, Linklater fait beaucoup de films autonomes, indépendants à Austin. C'est probablement parce qu'il récolte de l'argent du côté d'Hollywood. Sinon, en fait, il y aurait peut-être que deux films de Linklater faits à Austin, etc. Donc déjà, il y a des transferts d'argent. Et ensuite, il n'y a pas à douter une seconde que, évidemment, que les deux faces s'influencent dans le sens où il y a des choses qui sont au niveau du style, au niveau des manières de faire, récupérées par la face Austin et des choses qui sont récupérées par la face hollywoodienne. Et ça explique aussi que certains films hollywoodiens de Linklater demeure intéressant et demeure assez personnel, même si là, c'est pas le cas. Dans A Scanner Darkly, A Scanner Darkly, qui est le film d'animation hollywoodien de Linklater, ne se nourrit pas, bizarrement, de A Waking Life, qui serait le film austinien. C'est-à-dire que A Waking Life, quand on en avait parlé dans notre épisode précédent, c'est un film qui est écrit sur le long terme dans la vie de Linklater. Ça veut dire qu'il a plein d'idées éparses, qu'il n'arrête pas de noter sur des papiers. Et après, il fait un peu un film de cuisine, c'est-à-dire un film réalisé avec son ami Sabine Stone, qui lui-même, finalement, même s'il a eu des financements, même si c'est encadré par des institutions, a finalement mis au point Rotoscope comme une espèce de logiciel d'animation indépendante qui s'adresse aussi à des non-professionnels et qui part du principe, avec une idée qui est politisée et qui est consciente, que ne font pas de l'animation que des gens qui sont dans un studio avec des certaines normes de production et un certain cahier des charges. Et finalement, c'est le logiciel qui impose un cahier des charges, mais qui est assez créatif, ce cahier des charges. Et du coup, Waking Life se fait à Austin. Et c'est pas du tout le cas de A Scanner Darkly. A Scanner Darkly qui va du coup être le film d'animation hollywoodien de Linklater, parce que A Scanner Darkly, c'est pas un film qui émerge juste de la tête de Linklater et de ses amis. A Scanner Darkly, c'est un film qui est négocié dans le cadre hollywoodien et dans l'institution hollywoodienne. Ça veut dire que Linklater, qui a eu beaucoup de succès avec Rock Academy, pèse, c'est-à-dire qu'on lui donne une certaine attention, on lui accorde une certaine marge de manœuvre dans les choix qu'il peut faire de qu'est-ce que lui il veut travailler. Et à partir de ce moment-là, Linklater, il est travaillé depuis longtemps par l'idée d'adapter une œuvre de Philip K. Dick. Mais déjà, chose intéressante, à la base, lui, ce qu'il veut adapter, c'est Ubik, qui est un autre livre de Philip K. Dick. Donc déjà, l'intérêt premier de Linklater, qui se nourrit depuis de nombreuses années, etc., c'est pas A Scanner Darkly, c'est Ubik. Et Ubik, on le verra pas parce que Ubik, c'est un livre qui est particulièrement difficile à négocier pour Hollywood. Et quand un film se fait à Hollywood et pas à la sauvage, il faut des droits de livre, ça, genre le droit, la propriété intellectuelle, etc. À Hollywood, on passe pas par-dessus, on passe pas par-dessous, c'est impossible. Sauf quand ils volent les scénarios des femmes, etc. Mais ça, c'est une autre question. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, on va plutôt rediriger, mais Linklater a aussi cette volonté-là parce qu'on va rediriger Linklater, mais Linklater est pas absolument contre, c'est juste que c'est quelque chose qu'il connaît beaucoup moins bien. On va rediriger Linklater vers A Scanner Darkly, et à partir de là, il va y avoir tout un enchaînement de décisions qui vont conduire notamment au fait que le film sera rotoscopé avec le logiciel de Sabine Stone qui commence le film avec Linklater. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, quand on parle de Scanner Darkly et qu'on regrette qu'il n'y ait pas une recherche approfondie de Waking Life, je pense qu'on a raison, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver parce qu'en fait, les deux projets sont parfaitement différents, ne serait-ce que dans les normes de la production. Mais finalement, ça va aussi se vérifier dans la manière dont va être conduite l'animation tout au long de la pré-production, post-production, production, tatati, tatata. Mais en fait, c'est un film qui est profondément un film de studio d'animation hollywoodien, voire même disneyen, et pas du tout un film de cuisine ou de cave ou d'atelier ou d'amis de Austin. Et à partir de là, je crois que malheureusement, le film n'a pas réussi à apporter un surplus par rapport à un cahier des charges qui a été écrasant pour tout le monde, qui a été ce fameux cahier de charges institutionnel et pas très marrant de Hollywood, et en l'occurrence notamment de gens de la Warner, etc. J'avoue que je suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la division entre Austin et Hollywood par exemple, notamment parce que déjà je pense que c'est un film qui me paraît assez cohérent dans la filmographie de Linklater. On retrouve vraiment sa manière de construire des dialogues et aussi sa manière de jouer justement sur la digression, etc. Mais ça j'ai déjà pu le dire. Je dirais aussi qu'on retrouve son goût pour l'économie parce que Richard Linklater, ça n'a jamais été quelqu'un qui a fait des films qui ont coûté extrêmement cher et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il continue à faire des films, même si ces films n'ont jamais été d'énormes succès. Et ça se retrouve avec une animation qui, je pense, permet d'économiser à la fois sur le nombre d'animateurs employés, qui
permet d'économiser aussi, puisque c'est une animation qui existe déjà, c'est une animation en rotoscopie. Et il y a aussi cette idée que la majorité des plans qui ont été tournés, c'est des plans qui ont été tournés à Austin. C'est-à-dire que Oui. d'abord, le film a Mhm. été tourné à Austin avec quelques plans qui ont été tournés aussi dans d'autres villes de Californie, il me semble. Et ensuite ont été rassemblés pour que tout soit dans un décor qui évoque celui d'Austin. Donc il y a quand même l'idée d'une bande et qu'on retrouve aussi dans les personnages du film qui sont filmés, qui ressemble quand même pas mal à l'idée des bandes qu'on retrouve chez Linklater, à la fois des slackers ou des personnages adolescents de Dazed and Confused qui auraient pas mal vieilli, avec un décor un peu de misfits, de personnes qui sont un peu à zoner, etc. J'ai pas lu le roman, je sais pas à quoi ressemble le roman, mais la manière dont Linklater adapte ce que je suppose être une forme de paranoïa des années 70 à un cinéma de slacker et de paumé, celui des années 90-2000, celui de Linklater, me paraît quand même assez cohérent avec sa filmographie et me paraît correspondre aussi à son envie de faire des films qui sont aussi personnels qu'économiques, tout en s'ancrant, effectivement, comme tu l'as dit, dans une sorte de cahier des charges hollywoodien qui pourrait être celui des studios et aussi celui de George Clooney ou Steven Soderbergh qui ont pu produire le film, qui restent quand même des acteurs qui sont fortement liés à de l'indépendant. Donc peut-être qu'on pourrait voir aussi dans ce film-là peut-être un formatage plus lié à des formes de cinéma indépendant tel qu'on pourrait se le concevoir. Et encore, je ne suis pas sûr que le film corresponde totalement à ça. C'est-à-dire que je pense que si le film est raté, c'est pas tant parce qu'il correspond à un cahier des charges hollywoodien, même si pour l'animation, je pense qu'on aura des points d'entente, mais peut-être parce que il n'y a pas eu forcément des producteurs pour nier ou recadrer Linklater dans son élan, pour rendre ce récit peut-être plus compréhensif, moins opaque, ce qui est vraiment la chose qui me gêne le plus finalement avec ce film-là. C'est que je pense qu'on est dans une espèce d'entre-deux. J'ai l'impression qu'Hollywood s'invite à Austin, en fait. Il y a une forme de formatage de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a quand même une équipe d'animateurs, donc ils sont quelque chose comme 50 sur la post-production, majoritairement des non-professionnels aussi, mais contrairement à Waking Life, il y a, j'ai l'impression, plus de head animators, des chefs de l'animation, qui eux sont tous des professionnels, qui viennent pour certains du comics, d'autres du jeu vidéo, enfin des gens qui, d'ailleurs c'est assez étonnant, parfois ne savent même plus dessiner. C'est assez intéressant ça de voir qu'il y a des gens qui dirigeaient des équipes et se retrouvaient à devoir réapprendre à dessiner. Il y a des méthodes de travail, des méthodes de subdivision des tâches qui viennent s'installer dans des bureaux de petits artisans, si l'on veut, du dessin, quoi. Et de voir que plutôt que, d'après ce qu'on avait pu trouver, chaque animateur a son plan et travaille son plan, là, la répartition se faisait d'une manière beaucoup plus répartie. C'est-à-dire, il y avait des animateurs pour les traits, les outlines, les contours des personnages. Il y avait des animateurs pour, enfin, des dessinateurs du coup, pour les blocs de couleurs. Aussi, chacun des personnages, donc que ce soit Bob, que ce soit Barris, que ce soit Donna, avaient chacun leurs animateurs si l'on veut attitrer. Donc les plans sont, j'ai l'impression, beaucoup plus composites que pour Waking Life. Et ça tient effectivement, enfin tu l'évoquais un peu Agathe, de quelque chose d'assez disneyen, j'ai l'impression. Mais malgré tout, on reste, et là-dessus je pense que tu as aussi raison Simon, sur un creuset qui reste assez indépendant. Mais c'est drôle d'entre-deux, qui je pense est assez typiquement américain, où dans une ville comme Austin, on peut aussi lancer sa grosse machine de production et commencer à travailler avec des techniques comme la rotoscopie d'une manière, disons, plus professionnelle, quoi. On invite des stars en plus, il y a Robert Downey Jr., il y a Keanu Reeves, il y a Winona Ryder, Woody Harrelson, enfin je pense que ça tient aussi de ça. Et ça s'installe dans cette espèce d'économie qui est d'une certaine manière restreinte, mais où quand même ils ont dépassé de 9 mois la post-production. À la base, ils devaient post-produire le film 9 mois, mais ça a duré 18 mois. Je sais pas si le producteur, Tom Pallotta, a pas un peu aussi permis au film d'exister dans ce qu'il a d'expérimental aux yeux d'Hollywood, quoi, au regard de ce que peut être la majorité de la production états-unienne en animation, quoi. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je suis d'accord aussi qu'une division simple et trop abrupte, comme je l'ai fait, entre Austin et Hollywood, c'est pas valable. Et notamment, c'est pas valable au regard des conditions de production du film.
mais je pense quand même que c'est toujours un angle d'attaque qui permet un peu de poser une sorte de curseur de réussite des films de Linklater. Ça veut dire soit s'ils sont filmés à Hollywood, qu'est-ce que lui il a pu apporter comme décalage par rapport à des conditions de production, des conditions de conduite du récit, des conditions économiques, soit quand il filme à Austin, bah, qu'est-ce qui peut se passer aussi quand il va avoir des castings avec des acteurs qui sont typiquement hollywoodiens et qu'est-ce qu'il va réussir à leur faire ou à leur faire intégrer comme encore une fois sorte de récit qui va être assez différent. Ça se voit aussi dans un certain découpage des films qu'il va faire à Austin qui sont pas du tout des découpages d'une espèce de grande fluidité narrative, mine de rien, etc. Il y a un usage de la parole qui aussi ne se dégage pas d'un fond purement indépendant, etc. de cinéma qui n'aurait jamais vécu un tant soit peu dans des studios, etc. En plus, vous avez raison, le film il est tourné à Austin, etc. Donc peut-être que c'est pas de là dont vient l'échec du film, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est typiquement sur, comme tu disais, Alexandre, on peut quand même pas sous-estimer le fait que Hollywood s'est invité à Austin. Et en gros, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que j'ai l'impression que il y a une sorte de destruction à un moment donné. Alors pas une destruction machiavélique ou maléfique, etc. C'est pas Austin contre Hollywood, c'est peut-être plus mélangé, plus complexe, etc. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas accès dans A Scanner Darkly au moment où on le regarde. Et en fait, on n'a pas accès à la partie produite à Austin. On n'a pas vraiment accès à ce qui s'est passé à Austin. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est plusieurs choses. Donc le film, il est tourné en à peu près 6 semaines, effectivement avec un budget qui n'est pas mirobolant. Donc c'est clair et net que Linklater continue à suivre une certaine voie, quoi qu'il arrive, etc. Le tournage, il dure 6 semaines à Austin. Et ce tournage-là, il est quand même assez intéressant pour plein de raisons. Déjà, comme tu viens de le dire, Alexandre, on a des gros noms, des grosses stars comme Keanu Reeves et Winona Ryder, qui, pour que le film existe avec un tout petit budget, vont par exemple accepter d'être payés avec, entre guillemets, des salaires qui sont simplement les salaires syndicaux. Alors j'ai pas les chiffres précis, c'était peut-être un peu plus, mais en tout cas, clairement, ils acceptent de ne pas se faire payer selon eux, leur valeur sur le marché de la star, etc. et sur le marché hollywoodien. Donc ça, déjà, c'est de la part de ce qui se crée, c'est énorme parce que tout à coup, il y a des gens qui travaillent ensemble et pas simplement depuis leur statut et depuis leur valeur marchande, etc. Et après, ils sont censés avoir des bénéfices sur la sortie, mais je sais pas s'ils ont eu grand-chose parce que je crois pas que Scanner Darkly ait été une grande réussite au box-office. Ensuite, le tournage, il y a tout le monde qui travaille sur ce tournage, a priori. Ça veut dire que tout le monde fait un effort d'écriture de son propre personnage. Il y a un scénario qui est donné, mais tous les acteurs s'en saisissent d'une manière assez différente et tous les acteurs, actrices peuvent aussi moduler des choses ici et là dans le jeu, dans les répliques, etc. Et aussi, il y a un apport des différents acteurs, actrices, notamment un apport de Winona Ryder qui apparemment dispose d'un fonds privé qui appartient plutôt à son père, c'est-à-dire qui dispose d'un fonds de lettres que Philippe Cadic, qui était ami avec son père, adresse du coup à son père. Elle dispose d'un fonds d'archives et ce fonds d'archives, elle s'en empare énormément, elle va beaucoup apporter d'indications. Keanu Reeves apparemment est très attentif aussi à ce fonds et lit le livre aussi, je crois, etc. Et puis bah, Linklater, forcément, lui aussi se plonge là-dedans. Enfin, il y a une espèce aussi de symbiose entre tout à coup au moins lui et deux autres personnes sur le tournage. Et le tournage de 6 semaines, c'est pas uniquement un tournage, c'est une méthode qui est finalement la méthode un peu à la Austin. Ça veut dire que c'est aussi beaucoup de moments d'improvisation, beaucoup de moments de vie partagée qui vont peut-être donner des nouvelles clés de jeu, des nouvelles clés de mise en scène, etc. Manifestement, on n'a pas accès exactement à ça parce que quand Tommy Pallotta, le producteur, ou d'autres personnes de Warner vont un petit peu s'en mêler, aussi comme Mark Gill, quand ils vont vouloir accélérer la production de l'animation qui effectivement prend énormément de retard, ils vont aussi pousser les équipes, alors pas que, il y a aussi une partie de la direction de l'animation qui a priori adopte cette stratégie-là, mais une stratégie pour commencer à aller plus vite va être de segmenter les scènes, c'est-à-dire de les rendre plus courtes. Et je crois vraiment qu'il y a un second montage qui s'est un peu fait par la force des choses, par la force d'un retard et aussi par une équipe qui se disloquait de plus en plus et qu'à partir de cette segmentation, on n'a pas vraiment accès à tout ce qui s'est passé pendant ces 6 semaines-là à Austin. On n'a pas exactement la part austinienne du film et on n'a pas vraiment un film qui va avoir les pleins pouvoirs de sa production. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment un mélange sain Austin-Hollywood. On a vraiment des parties, peut-être pas qui se contaminent parce que le film n'est pas très violent, mais je pense qu'on a des parties qui ne veulent pas vraiment fonctionner ensemble. On a des parties qui sont un peu invasives l'une envers l'autre. Austin avec son retard, entre guillemets, aux yeux de Hollywood. Hollywood avec sa segmentation du travail, de la chaîne de production, etc. Et en fait, je crois que ce qui fait pas trop sens dans le Scanner Darkly, c'est une espèce d'éparpillement de toute sa chaîne de production dont nous, quand on regarde le film,
on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants. Et quelque part, je pense que si on comprend pas le film, c'est pas juste qu'il est bizarrement écrit, etc. C'est que je pense qu'il y a un peu une espèce de travail en urgence de couture à vraiment gros traits ou grosse couture, de ramasser quelque chose qui était beaucoup plus long, qui était beaucoup plus fluide, qui était beaucoup plus dans un déroulé, etc. Et peut-être juste pour revenir très rapidement à l'animation, et puis je pense qu'après on pourra continuer à en parler parce qu'on a peut-être aussi des choses positives. Là, moi, je vais peut-être aborder un côté un peu négatif et dramatique, qui est que, on a commencé un peu à le dire, mais l'animation, elle n'a pas été simple. C'est-à-dire que Sabine Stone et une équipe de direction d'animation entament le traitement en rotoscopie du fameux tournage de 6 semaines. Cette seconde production du film qui consiste à rotoscoper les images de prise de vue réelle prend effectivement beaucoup de retard, ça on l'a déjà évoqué, et va y avoir un forçage qui est de la part de Tommy Pallotta, qui est de la part de Mark Gill, qui est de la part aussi de Linklater. Bon, ça on n'a pas de données, mais ça a dû être un tournage qui a été aussi particulièrement douloureux, je pense. Il y a un forçage de ces 3 personnes et probablement de d'autres personnes pour, en fait, ni plus ni moins virer Sabiston et son équipe de base. C'est-à-dire qu'un jour, Sabiston et son équipe vont littéralement prendre un café à quelques rues de là, et pendant ce temps-là, les gens que j'ai précités, alors peut-être pas Linklater, mais débarquent, changent les serrures, c'est-à-dire littéralement font une sorte de petit coup d'état comme le milieu du cinéma en connaît tant, et vont mettre une autre équipe de direction de l'animation à la place, et une équipe qui va adopter des principes beaucoup plus homogènes, ou pas vraiment homogènes, parce que comme tu dis Alexandre, au fait au final, un seul plan, c'est pas du tout homogène, c'est plein de gens qui travaillent à différentes parts de ce plan, au décor, aux personnages, etc. Mais cette manière-là de travailler, qui est une manière qu'on rapproche de Disney, parce que c'est un peu une manière que les studios Disney avaient adoptée. Par exemple, qu'un animateur prenne en charge un seul personnage, le but, c'est un peu que ce personnage-là, il soit le plus fidèle à lui-même en termes d'apparence et de ressemblance et de répétition tout au long du film. Là où, par exemple, quand on voit Waking Life, c'était une mini-séquence de quelques secondes, voire quelques minutes, pour une seule personne. Donc cette personne, elle avait la main, selon sa sensibilité, selon son dessin, selon son appréhension même du cinéma, etc. Cette personne-là, elle gérait et les personnages, et les décors, etc., et les mouvements, tout. À partir de là, il n'y a aucun personnage qui se ressemble à lui-même, entre guillemets, dans Waking Life, alors qu'en fait, c'est souvent des mêmes personnages. Et tout ça pour dire que j'ai l'impression que des souhaits, des volontés, des tournages, des données qui se sont sans cesse perdus en cours de route, et qui se sont un peu éparpillés, étalés, et à la fin, bah, le spectateur, la spectatrice, il regarde Scanner Darkly, qui est un film un peu, pas forcément malade, mais pas très fonctionnel, pas très en forme, etc. Je tenais peut-être à préciser que je suis pas forcément totalement d'accord avec ce que tu dis concernant l'animation. Quand je vois les modèles, en fait, à quoi ressemblent les acteurs, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à des jeux vidéo en animation 3D, façon Walking Dead ou ce genre de choses. Et je trouve quand même que dans Scanner Darkly, même si, bon, dans l'animation de décor, on voit quand même le rotoscope, et je pense que c'est ce qui a dû énerver les équipes de la Warner, parce que le rotoscope ne crée pas des décors qui sont homogènes dans la manière dont on agence des objets par rapport à la caméra. Du coup, il y aura toujours des imperfections. Mais dans la manière d'animer les personnages, il y a quand même un dynamisme du mouvement qui est pas celui d'un simple acteur qu'on aurait mis dans un costume et dont on aurait capturé les mouvements, ou simplement celui d'un personnage en 3D sur lequel on aurait appliqué des couches de peinture pour montrer le creuset de la peau. Ce que j'aime bien dans le film, c'est que la peinture, elle est constamment en mouvement pour montrer les évolutions du visage des personnages, qu'il y a quand même quelque chose qui se joue dans la coloration du personnage, qui ne donne pas quelque chose de figé dans l'action, ce qui est quand même assez étrange, figé dans le non figé, mais ce que ça peut donner quand on regarde par exemple des let's play de jeux vidéo avec des personnages qui vont paraître assez durs, pas forcément saccadés, mais assez raides. Et ici, je trouve que la raideur apparaît un peu moins que dans mon souvenir, et qu'on retrouve quand même cette idée d'un mouvement brusque et vif qui est aussi celui des acteurs sur le tournage. Et donc à ce niveau-là, je trouve que l'utilisation du rotoscope est plutôt ingénieuse. Cela dit, c'est clair qu'on perd quand même en folie et en psychédélisme, et on retrouve une animation qui va être là aussi assez fonctionnelle, et donc du coup, l'animation passe presque au second plan, et est réellement là comme une technique un peu, pas forcément cache-misère, mais une technique simplement là pour illustrer un scénario plutôt que quelque chose qui pourrait valoir pour soi-même et apporter des choses en termes de singularité du geste de l'animateur ou de la direction artistique. Une sorte de gimmick, tu veux dire? Un gimmick, non, pas forcément. Ça reste quand même quelque chose qui est tenu pendant tout le film, mais
Et plutôt que je pense que si Linklater avait eu plus de budget, le film aurait pu être fait sans animation et ça n'aurait pas vraiment posé de soucis. Mais ce que tu dis, Simon, c'est intéressant, c'est un peu comment, une fois devant l'objet terminal, qui est le film qu'on regarde sur un écran, comment cette animation, elle est perçue. Et là, effectivement, cette animation, on peut difficilement dire qu'elle se fonde ou qu'elle se confond avec quelque chose de disneyen. Je vois, du coup, à ce niveau-là, tu peux être en désaccord avec ce que je disais, mais je crois que si je rapprochais le film d'une espèce de méthode des studios Disney, qui est plus un indicateur qu'une espèce d'essence avec lequel se confond le film A Scanner Darkly, c'était vraiment plus au niveau de la genèse et des méthodes de production et de la chaîne de production et le fait de répartir très précisément le travail, etc. C'était pas vraiment sur les résultats à la toute fin, qu'effectivement, à la fin, il y a quand même une image qui reste assez chatoyante, qui reste très irisée, qui reste encore très, un peu comme des patchwork quand même, de plein de couleurs, de consistance, de matière, etc. Ce qu'on retrouvera pas, par exemple, si on regarde Pinocchio ou Dumbo, produit par le studio Walt Disney. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un souhait dans ce film. En fait, c'est bizarre parce que Linklater, après le film, j'ai l'impression qu'il se défend d'avoir fait un film d'animation, que aussi il s'inscrit dans tout ce cinéma d'animation là qui veut aussi s'adresser aux adultes et pas nécessairement aux enfants. Il en fait un peu une force de son film. Je sais pas du tout s'il est sincère ou si c'est un discours pour un peu rattraper les pots cassés et pour faire valoir son film auprès du public. Non pas qu'il aurait à défendre son film, mais disons que son film est tellement bizarre que j'imagine qu'il faut quand même qu'il dise des choses en entretien pour dire qu'il y a des qualités et que son film apporte quelque chose et à Kadik et au marché du cinéma ou à la proposition vis-à-vis du public. Mais en fait, je sais pas du coup s'il est sincère ou s'il a toujours été dans cette perspective-là ou si justement il n'y a pas un moment où tout simplement l'animation elle est arrivée là parce que pour plein de raisons, notamment pour adapter une espèce de système inventé par Philip K. Dick qui consiste, je m'éloigne dans la fiction, après je reviens à la genèse du film et après peut-être qu'on va réussir à tout fusionner, mais dans le film de K. Dick, il y a une idée qui consiste à, comme c'est un peu des agents des stupes, notamment le personnage principal, Bob Arctor, comme c'est un agent des stupes qui doit finalement se camoufler chez des junkies, même s'il n'est pas complètement certain qu'il soit pas tout simplement un junkie qui s'est fait recruter par des stupes. Cette espèce de différenciation, d'éloignement, de dispersion de ces deux identités, Bob Actor qui surveille tout le monde et Fred qui est en fait tout simplement un ami de tous les gens qui le surveillent, etc. Comme tout ça, ça se fond, on sait pas trop dans quel sens il est stupe ou il est junkie, il est civil ou il est de la flicaille. Mais en tout cas, pour pas qu'il se fasse reconnaître dans les bureaux même des stupes, où en fait il faut que chacun protège son identité, il va enfiler une espèce de costume qui va brouiller son identité. Ça veut dire que ce costume, même dans le livre, est décrit comme une espèce de gribouillage. Ça veut dire qu'une fois qu'un agent l'a recouvert, de la tête aux pieds, il clignote de milliers d'identités. Ça veut dire qu'à tout moment, à un rythme très saccadé et très rapide, il va y avoir un alignement de peut-être 180 visages à la place d'un visage fixe et toujours le même. Et en fait, je pense que effectivement, c'est pas avec le budget que Linklater et le film avaient qu'ils pouvaient commencer à mettre en place ça en termes d'effets visuels. Comment dire, si le film avait été tout simplement en prise de vue réelle avec un ajout d'effets spéciaux, ça aurait probablement été une dépense de temps, d'argent monumentale par rapport à la dépense que a permis le fait de le produire en rotoscopie. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que à ce moment-là, l'animation devient presque comme un mauvais objet. Ça veut dire que l'animation à la fois permet d'atteindre des effets plus facilement, et notamment, je pense qu'on va en reparler, mais cette plutôt réussite de l'adaptation de ce système-là décrit par Kadik et finalement mis en place un peu au pied de la lettre grâce à la rotoscopie dans A Scanner Darkly. Donc en fait l'animation est un bon objet à cet endroit-là, mais l'animation plus globalement est un peu un mauvais objet dans le sens où c'est pas vraiment un film d'animation qu'on veut faire. C'est un film rotoscopé et permettant des effets visuels, un peu science-fiction, etc., à moindre coût. Et à partir de là, il y a toujours un peu... C'est pas un souci global, c'est pas une grande théorie ou quoi que ce soit, c'est juste que quand l'animation est pas complètement un bon objet, ou que c'est un peu un objet, pas forcément refoulé, mais un objet avec lequel on compose, qui nous arrange, mais qui nous dérange un peu en même temps, il y a souvent des effets où on va tenter de pas trop se laisser gagner par l'hétérogénéité que crée irrémédiablement l'animation, c'est-à-dire que on va essayer de se rapprocher entre guillemets du réel et du coup de se rapprocher entre guillemets d'une espèce de grande répétition, d'une espèce de grande fidélité des formes à elles-mêmes qui serait notre perception du monde nous-mêmes en prise de vue réelle, c'est-à-dire que quand on regarde autour de nous, les choses sont plutôt stables, se répètent, sont fidèles à elles-mêmes, etc. Et j'ai l'impression que à la fois la rotoscopie était souhaitée, à la fois à la fin des fins, elle donne quand même quelque chose d'assez diversifié au sein même des plans, mais en même temps cette rotoscopie, il fallait pas qu'elle se barre en cacahuète, ni comme Waking Life qui est un extrême, ni même un tant soit peu trop. Il fallait quand même qu'il y ait une espèce de stabilité des traits, etc. Et c'est là notamment qu'on retrouve la volonté de toujours délimiter les figures par un trait épais et noir.
Donc en fait, on est beaucoup plus dans du dessin que dans des surfaces qui se chevauchent ou qui se côtoient, etc. Ce que peut permettre comme effet assez intéressant la rotoscopie. Ça veut dire que un œil, un nez, un visage, une main, une silhouette humaine tout entière, elle est délimitée par une espèce de, encore une fois, de traits assez épais et assez noirs. Et à partir de là, je pense que c'était déjà présent dès le début du film, que dès le début du film, le film voulait un peu composer avec un débordement possible de l'animation qu'il fallait absolument contenir, parce que par exemple, le film en prise de vue réelle, il est tourné en steadicam. La steadicam, c'est quand même une certaine définition de l'image, et aussi le tournage, il est énormément éclairé. Donc oui, c'est un tournage à Austin, oui, il y a plein d'improvisations, etc. Mais n'empêche qu'on s'assure que quoi qu'il arrive, tout le monde va être super bien éclairé. Pourquoi c'est important? Parce que une image en steadicam, ça veut dire une caméra plutôt à haute résolution et avec une image qui sur le tournage est très bien, enfin des acteurs, des décors qui sur le tournage sont très bien éclairés, ça assure après des plans en prise de vue réelle qui vont être très nets, très découpés, où on va vraiment pouvoir discerner tous les éléments. Et en fait, à ce moment-là, ça veut dire qu'on se projette déjà vers une rotoscopie qui va délimiter les éléments, qui va pouvoir les contourner facilement, qui va pouvoir en faire un décalque finalement, ce qui est une approche complètement différente de par exemple Waking Life, où Waking Life on avait des caméras légères avec quelque chose de pas du tout éclairé, ce qui produisait des fois des images où le fond, les traits de visage des personnages ou alors le fond du décor se fondait, était un peu indiscernable à cause du manque de définition des caméras, à cause du manque de luminosité, mais parce que c'était pas le but, parce que dès le début, on voulait voir un peu comme une hypothèse, mais qu'est-ce qui allait se passer une fois qu'on allait y apposer un système graphique qui serait permis par rotoscope. Je pense que c'est pas intéressant que je continue jusqu'à la fin de dire ah Waking Life fait ça, Scanner Darkly fait ça. C'est sûrement très bien que Scanner Darkly soit une rupture avec Waking Life. Mais ce que je veux dire c'est que dans cette rupture, on voit déjà que le film veut pas trop accueillir toute la rotoscopie. Et je pense que c'est pour ça que Sabine Stone, il est viré ni plus ni moins du tournage, c'est qu'en fait, il incarne ce trop-plein de la rotoscopie et ce moment où la rotoscopie elle va foutre le bordel et qui n'est pas le but de Waking Life et qui à la fois va donner une image que moi je trouve assez belle, presque de comics par moment et qui en même temps va peut-être donner aussi une platitude au niveau même de l'image. En même temps, je t'avoue que ce trop plein, je vais un peu me répéter, mais aurait apporté quelque chose quand même au film. Enfin, je regrettais ça, quoi, que le costume de brouillage, le scramble suit, soit en même temps une idée visuelle si intéressante, enfin, qui était déjà quelque chose de très curieux à décrire et à comprendre quand on lit le livre, et que tu vois ces fondus sans cesse entre des centaines et des centaines de silhouettes dessiné par des animateurs. Tu parlais de fidélité et je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu trop à la lettre dans le film. Ce souci que tu avais aussi avec les dialogues, Simon, qui partaient dans tous les sens, rattachés à rien. Je pense qu'il y a un double problème de fidélité dans le film, c'est-à-dire à la fois une fidélité au réel de la rotoscopie, ça colle beaucoup plus, et il y a aussi une fidélité un peu à la lettre avec le texte du livre. C'est-à-dire l'adaptation du bouquin est assez partiel, il n'a pas repris toutes les scènes, d'autant que certaines scènes sont assez difficilement adaptables. Ça se passe quand même pas mal dans la tête un peu dérangée de Bob. Mais la reprise assez inchangée, j'ai l'impression, de certains dialogues, ne permet pas de rendre compte de l'état d'esprit dans lequel se trouvent vraiment les personnages. Et ce qui fait que finalement on assiste à leur délire, mais on ne délire pas vraiment avec eux. Comme l'animation est finalement empêchée de délirer. Ça me rappelle ce que disait Agathe, en fait, finalement. C'était que ça voulait à la fois faire un film qui était assez construit et hollywoodien et avec une histoire, avec l'histoire qui serait mise en avant. Et en même temps, le film, il n'a pas été conçu comme ça. Et il a été conçu comme une suite de dialogues, comme quelque chose qui est plus de l'ordre de la bande d'amis, etc. Mais en même temps, avec ce ton et cette écriture qui va être très ampoulée. Et de fait, eh ben, on se retrouve devant quelque chose qui est paradoxal. Et je pense que c'est à ce niveau-là, en fait, que joue l'ennui ou il y a quelque chose qui va pas. Enfin, dans tous les cas. Je saurais pas trop le dire autrement, mais que ce qui se passe à l'écran ne devrait pas engendrer ce montage-là, en fait. Et que de fait, on se retrouve devant un montage qui serait celui d'une histoire classique. Et au final, ce qu'on a devant l'écran, c'est des personnages qui divaguent, qui sont en train de se faire des théories dans leur tête, etc. Et donc, du coup, on peut jamais réellement être avec eux pour ça. C'est ce que disait Agathe, c'est par des questions de montage. Et ce que tu théorises, Agathe, c'est l'idée d'un formatage. Et du coup, par rapport au fait que cette sensation que quelque chose ne va pas, que tu viens de dire, Simon, moi, c'est vraiment ce que je me dis pendant tout le film, mais peut-être de manière plus énervée. C'est-à-dire que je trouve que le film, en plus,
Alors là, c'est mon côté un peu moralisatrice ou morale du cinéma, je sais pas, qui intervient, mais je trouve que le film, c'est un peu un film de gros guignol, dans le sens où, bon, déjà, il y a toutes ces sensations-là que tu as déjà dit, Alexandre, etc. C'est que on est censé assister à la dérive de Bob Arctor Fred. Donc, non seulement sa dérive, qui est-il, on comprend aussi que c'est une dérive qui est liée au fait que plus il prend de drogue, alors sachant qu'on le voit jamais prendre de la drogue, moi ça me fait un peu marrer, mais c'est pas grave. Genre, le Si, film, si, enfin, on le voit prendre, mais ils avalent des petites pilules de temps en temps au détour d'une conversation. Il n'y a pas vraiment de rapport très concret à la drogue. Pourquoi pas? Enfin, ça, c'est pas un truc qui me dérange fondamentalement. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est qu'à la fin, il va dans un centre de désintoxication. Donc, s'il va dans un centre, c'est que normalement, là, le type, il a atteint un stade où ça devient plutôt horrible pour lui. Et d'ailleurs, on voit qu'il a des crampes, on voit qu'il galère un peu, etc. Qu'il a du coup des signes du manque, qui est peut-être une des choses les plus atroces en termes de sensations pour des personnes qui sont à un niveau d'addiction assez élevé. Mais cette addiction, pendant le film, on l'a pas vraiment perçue. Et le fait que son système cérébral et que son organisme, son corps, ait commencé à lâcher, c'est pas du tout quelque chose qu'on a perçu non plus. On a plutôt vu Keanu Reeves parloter. Ah, en plus, à la limite, c'est celui qui paraît le plus équilibré de tous les personnages qui interviennent. C'est celui dont le jeu est le moins saugrenu et le moins extravagant. C'est un peu bizarre de tout à coup le voir en toute urgence conduit par Winona Ryder dans un centre de désintoxication, alors que franchement, il a l'air plutôt pépère comme garçon. Et en plus, pendant tout le film, on a quand même l'impression de voir des ados ou des gens plus âgés. J'ai pas envie d'insulter une certaine catégorie de drogue, etc. Mais en fait, on a plus l'impression de voir des potes complètement stone, avoir un peu trop fumé et un peu trop partir dans des délires. On n'a pas du tout l'impression de voir des gens qui prennent la substance mort et qui figurent des drogues beaucoup plus dures. Je ne saurais pas vraiment dire si ça préfigure de l'héros ou quoi que ce soit, mais on est quand même sur un niveau d'intensité de la drogue et de ses effets d'addiction, etc., qui est censé être beaucoup plus élevé que, en tout cas, les zigotos qui n'arrêtent pas de palabrer, qui n'arrêtent pas de parler et qui sont dans une espèce de délire stone. Donc déjà, ça colle pas au sein même du film. Ce qui est peut-être plus problématique, c'est que le film, il adapte le livre de Philippe K. Dick, qui est Le Scanner Darkly, qui est un livre qui est moi, je trouve assez dur, pour plein de raisons. Déjà pour la perte de perception, la perte du sens, etc., qui est extrêmement bien décrite, mais qui est un échec par rapport au cinéma de Linklater. Tu l'as dit au tout début, Alexandre. Dans le livre, à un moment donné, quelqu'un va vouloir se suicider et finalement, en fait, a juste ingéré beaucoup de pilules de drogue et se retrouve avec une espèce d'entité avec 1000 yeux qui va lui dire tous ses péchés depuis sa naissance. Et en fait, le personnage se dit: Ah, ça va durer 100 000 ans. Ça, c'est dans le film. Dans le film, c'est une grosse joke. C'est juste quelqu'un qui est sur un lit et il y a un personnage extrêmement moche avec littéralement 1000 yeux. Et en fait, on dirait une espèce de mauvaise blague ou encore une fois un mauvais trip, mais vite fait. Alors que, en fait, il s'agit pas de dire est-ce que l'équipe connaît la drogue ou pas. Il s'agit pas de poser des droits d'auteur sur les effets de la drogue ou de faire nous réclamons le vrai ressenti des choses, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette scène-là, dans le livre de Kadik, elle s'inscrit dans une perte absolue de possession de soi-même, de sa propre pensée, etc. Et quand quelqu'un qui a pris de la drogue se rend compte que ça va durer 100 000 ans, c'est la chose la plus triste du monde, parce qu'en fait, c'est pas juste 100 000 ans de délire, c'est 100 000 ans de solitude. Et cette solitude-là, cette gravité-là, cette tristesse-là, qui peut être dans la drogue ou qui peut être dans d'autres modes de vie, mais qui vient là, parce qu'en fait, une fois que quelqu'un prend de la drogue, il se décale nécessairement de la société, et il se décale nécessairement des images par lesquelles la société arrive à assurer à ses sujets que tout va bien, que le bonheur est à peu près là, que personne n'est seul, etc. Et je pense que la prise de drogue, et c'est un peu ce que dit Kadik à la toute fin de son livre, elle est un choix, et elle est un choix aussi d'une autre vie qui à la fois s'éloigne du travail, qui à la fois s'éloigne des injonctions de la société, mais qui est une vie qui se paie, parce que c'est une vie qui se paie au prix fort, dans le sens où c'est une vie qui du coup fait détacher des images par lesquelles la société va maintenir à peu près un semblant de vie pas mal, quoi. Genre, on vit pas mal. Et déjà, il y a toute cette perception-là, parce que Kadik a pris des drogues, a vécu avec des gens qui prenaient des drogues. Donc déjà, il y a toute cette perception-là qui, hop, passe par-dessus la trappe. Par ailleurs, le livre de Kadik, c'est un livre qui est très grave, parce que c'est un livre que Kadik dédie à ses amis, qui inspire plus d'un personnage du roman et qui sont aussi les personnages du film. Ça veut dire qu'en fait, Kadik, il a été témoin dans la vie de ses amis, dans sa propre vie, de qu'est-ce que ça a été que, quelque part, une espèce de répression post-68, notamment aux États-Unis, où il y a eu un peu une sorte de matraquage d'une certaine population par une instillation du manque, par une marchandisation des drogues, par quelque chose qui n'était plus du tout léger, qui n'était plus du tout libertaire ou quoi que ce soit. la fin d'un âge d'or, quoi. Exactement, qui s'est terminé de manière triste. Et la fin du livre, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire comme un dernier chapitre du livre et pas comme une appendice. Mais à la fin du livre de Kadik, il y a une note de l'auteur et qui dit
Ce roman se proposait de parler de certaines personnes qui durent subir un châtiment entièrement disproportionné à leur faute. Donc la faute, c'est d'avoir voulu s'amuser en prenant des drogues, et le châtiment, il y a une liste à la fin de noms qui, on le sous-entend, s'étend à l'infini, et ça va être, pour citer juste trois noms comme ça, Anansi, et là on a marqué psychose permanente, après on a Johan, et là on a lésion cérébrale permanente, et après on a Amaren, et c'est marqué décédé. C'est-à-dire qu'en fait on a une liste de gens que Dick a connus de près ou de loin, et qui soit ne se remettront jamais de ce qu'ils ont pris et de la prise en charge qu'ils ont subie, etc., soit en fait que la société, à partir du moment où ces personnes-là ont choisi une certaine vie périphérique, a laissé crever dans leur trou, ou alors qui ont choisi de crever, mais ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer de manière grave, etc. Ça, c'est le livre de Kadik, entre autres. C'est pas du tout le film Scanner Darkly. Scanner Darkly, encore une fois, c'est plus une bande qui s'amuse, et à la fin, il y a un coup d'accélérateur, et ça paraît un peu plus dur que d'habitude. Est-ce que c'est vraiment un problème? Pas forcément. Ça pourrait ne pas être un problème. Pourquoi pas? Est-ce que Scanner Darkly pourrait être, le film pourrait être différent du livre? C'est pas forcément un crime de pas être aussi triste, même si le livre de Kadik est quand même assez drôle, mais c'est pas forcément grave que le film n'embrasse pas toutes les ténèbres, littéralement, parce que plus ça va et plus il fait nuit dans le livre de Kadik. C'est pas forcément grave que Linklater et compagnie n'embrassent pas toute la solitude et toutes les ténèbres du roman. C'est grave à partir du moment, et c'est mon dernier point, c'est grave à partir du moment où à la fin du film, cette même note d'auteur de Kadik, elle est en partie reproduite à la toute fin du générique. Ça veut dire qu'à la fin du film, on a cet avant-propos de Kadik qui éclaire rétroactivement ce qu'on vient de voir. Et on recomprend le contexte dans lequel est non pas produit le film, mais dans lequel est produit le livre dont le film s'adapte et se réclame. À partir de ce moment-là, c'est plus grave. Parce que finalement, c'est pas comme si le film ne voulait rien avoir avec le livre. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de questions qui se posent, notamment le fait qu'on a des énormes acteurs tête de casting, c'est-à-dire du coup Reeves, Winona Ryder, mais aussi Woody Harrelson, Robert Downey Jr., etc. Et c'est grave à partir du moment où en fait ces gens-là miment. C'est-à-dire à la fois il y a un emportement dans la parole qui me paraît plutôt intéressant, mais quelque part jusqu'à un certain point, miment, même si certains d'entre eux ont des rapports avec la drogue, etc., mais dans le jeu et dans l'image terminale, miment des délires, miment des images de drogués assez plates, etc. Ça me dérange un peu plus, dans le sens où j'ai l'impression qu'on arrive dans tout le problème qui, de mon côté, peut être un problème fondamental du cinéma, qui est de jouer quelque chose ou de reproduire quelque chose, mais seulement par des clichés, par des images convenues, par des accords avec le public, mais sans trop frotter, sans trop se confronter directement à vraiment ce dont le film découle. Donc ça déjà c'est une espèce de problème, et à la toute fin du film, quand l'avant-propos de Kadik est reproduit, il y a un effet d'animation. Ça veut dire que cette espèce d'avant-propos, il se met un peu à clignoter et à se strier, un peu comme une télévision qui marcherait mal, et hop, il disparaît, et je crois que c'est même la fin du générique tout court. Mhm. Après, image au noir, le film est terminé, rentrez chez vous. Et juste cet effet d'accessoirisation qui s'applique même sur la police d'écriture, qui s'applique et qui va juste gadgetiser, rendre gadget cette espèce de déclaration. Alors je sais que c'est pas forcément grave, j'en veux pas forcément à ce film-là de pas plus réussir là où tout un tas d'autres films échouent. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, c'est dommage, à partir du moment où c'est Linklater et que Linklater lui-même ne réussit pas à pénétrer une sorte de réalité alors qu'il est plutôt intelligent, plutôt subtil, plutôt grandiose même sur d'autres sujets et qu'il aurait pu y arriver quoi. Et en fait, moi, ce film, il m'énerve profondément. J'ai l'impression de voir un film un peu de gosse, là où il y a quelque chose de beau, de triste, de grave, de tout ce qu'on veut, quoi. Et malheureusement, le film devient basique à ce moment-là. Le film devient basique, il devient pas forcément impardonnable ou amoral ou quoi que ce soit, il devient juste basique, ça veut dire qu'il rejoint le rang de tous les films qui échouent un peu à toucher à un certain réel. Pas vraiment en commettant un crime, mais juste en étant neutre. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc après ce tour d'horizon un peu déceptif du second film rotoscopé de Linklater, je pense qu'on peut commencer à établir un petit peu une vision d'ensemble de son travail dans l'animation. Et je voulais savoir, même si je pense que votre opinion est déjà un peu dessinée, comment est-ce que vous considérez, comment est-ce que vous appréciez l'évolution de l'usage que Linklater a de la rotoscopie, vu qu'on est maintenant à mi-parcours et qu'il nous restera qu'un seul film après celui-ci? Bah, je suppose que c'est pas le prochain film qui va aller dans le sens d'une singularité et que ça va quand même devenir de plus en plus intégré à un système et n'être
qu'une technique, plus qu'un outil pour des animateurs de créer des choses. Mais bon, si l'histoire du prochain film me convainc, alors pourquoi pas, je passerai outre. Et toi, Agathe? Oui, j'ai un peu un rapport assez fort avec le prochain film qui nous attend, Apollo 10,5, qui est un film que j'ai énormément aimé, alors même que je me fais pas d'illusions sur le fait que c'est un film produit par Netflix, sur le fait que Sabine Stan n'est pas revenu entre-temps, et c'est clair et net quand on voit le prochain film dont on parlera. Mais peut-être que, au risque d'avoir une approche un peu dialectico-chiantos, mais quelque part, je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette trilogie rotoscopée, qui n'est pas vraiment une trilogie, c'est qu'on a un premier film, Waking Life, qui était assez avant-gardiste, qui faisait l'éloge et la promotion et qui produisait directement une animation qui était difficile à suivre, où on ne pouvait pas vraiment s'identifier, ou du moins pas par les chemins classiques de l'identification, etc. Là, on a un film qui est plutôt un échec, pas juste à cause de la rotoscopie, hein. Je crois que la rotoscopie est un peu syndrome et émanation de tout le fait que le film ne fonctionne pas et n'a pas réussi à vraiment cerner son sujet, sa raison d'être, on va dire, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau de l'histoire, vu que je viens de m'énerver depuis littéralement 5 minutes sur le fait que, à mon avis, il loupe aussi son sujet de fiction. Donc on a une espèce de film où en plus l'animation rentre un peu dans des carcans, mine de rien. Et en fait ce qui me fascine un peu avec Apollo 10,5, c'est que on fonce encore plus dans les carcans, on est encore plus dans la communication, mais justement Linklater il rattrape la communication avec Apollo 10,5, qui est un de ses grands sujets de cinéma, avec le souvenir, mais peut-être aussi le souvenir médiatisé. Et du coup, bah, de toute façon, c'est moi qui présenterai la prochaine émission, donc je pourrais en plus vous imposer tout ça. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai l'impression qu'à la limite, ce qui est assez fascinant avec Apollo 10,5, c'est qu'en fait, il va un peu dépasser, subsumer tout ce qui s'est passé dans les 2 premiers films. Ça veut dire qu'il va foncer dans des grandes images et des grands flux, de la communication pure et dure, de l'infographie, etc., qui est normalement quelque chose que je déteste, moi, par ailleurs, dans l'animation. Mais quelque part, il va faire peut-être le seul film d'animation de ces derniers temps qui illustre ce qu'il dit en permanence à un niveau assez fascinant, un peu comme Yuasa peut le faire par un tout autre genre d'animation. Moi, je pense que mine de rien, Scanner Darkly, c'est une torture à voir, mais que par contre, il y a une trajectoire qui fait que Linklater et ce qu'il rassemble comme équipe et comme technique produit un discours sur la rotoscopie qui permet de penser énormément la rotoscopie, etc., qui permet de pas tout faire arrêter à Disney, même si c'est quelque chose que j'ai beaucoup rappelé aujourd'hui, mais qui me semblera moins nécessaire pour parler de Apollo 10,5. Je crois que Apollo 10,5 permettra aussi de détacher la rotoscopie aussi de son spectre disneyen. Eh bien, en attendant le prochain épisode, on va passer aux recommandations. Donc les recommandations, ça consiste à vous parler d'une œuvre, d'une sortie ou d'un événement culturel qui nous a marqué, qui nous a plu dernièrement. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Simon ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'est absolument pas tout ce que tu viens de citer, mais qui est quand même lié à de la culture. Je vais vous parler d'un compte Letterboxd, puisque moi je suis complètement addict à Letterboxd. Et je vais vous parler du compte de Saturnum. Saturnum, c'est à la fois un cinéphile, puisque sinon il n'aurait pas de compte Letterboxd, mais c'est aussi un dessinateur de bandes dessinées qui fait des bandes dessinées de vulgarisation, qui s'intéresse à des sujets très particuliers à chaque fois. Il a fait notamment une bande dessinée sur la crise de danse qu'il y a pu avoir au Moyen-Âge. Mais ce que j'aime bien dans le conte de Saturnum sur Letterboxd, c'est qu'il a des lubies très particulières. Par exemple, il aime beaucoup le cinéma des années 20 et des années 10 aussi, donc le cinéma muet. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est lancé un défi un peu fou, c'est-à-dire c'est de voir des films qui datent d'un siècle à chaque année. Il a commencé en 2015, donc du coup pour des films qui dataient de 1915. Et là, il en est rendu à 1924. Et on peut retrouver sur son compte à la fois des petites critiques qui font plaisir et qui reviennent sur l'histoire de certains films qui sont parfois inconnus et ont été oubliés alors que pourtant dans les revues d'époque, ils ont été mentionnés. Et il va aussi revenir sur des filmographies qui sont un peu plus marginales, notamment sur des films qui sont africains, sur des films de Ousmane Sembène, par exemple. Et il va aussi s'intéresser à des œuvres qui ont été vues par absolument personne, qui viennent d'être dénichées dans une cinémathèque à lire. C'est toujours passionnant et assez instructif. Je ne peux que plus soyer en ce qui concerne Letterboxd, c'est vraiment un sacré vivier, je connaissais pas ce compte, faudra que je te le redemande. Pas de souci. Mais Ouais. je veux juste quand même donner encore plus envie aux gens, parce que moi aussi j'aime beaucoup Saturnum. Et par exemple, il y a une liste qui s'appelle Film où on voit une chaise Tonnette modèle numéro 14, 18 ou un proche parent. Il y a 76 films. Voilà. C'est génial, j'adore ça. Et toi, Agathe, qu'est-ce qui t'a plu dernièrement ? Ben moi j'ai parlé de BD comme
comme d'hab. Ah bon? Genre, je parle soit de BD, soit de blog sur l'animation japonaise, voilà. Et du coup, là, cette fois-ci, ce serait une BD en particulier, même si je pense que toute son œuvre, que je connais pas encore complètement, et une BD en particulièrement, même si je pense qu'il faut essayer de tout lire ou regarder, de Amanda Vahamaki, qui est une illustratrice, une BDaste et une dessinatrice. Je fais un peu la distinction entre tout ça, qui a aussi beaucoup étudié et œuvré en Italie, et du coup en Finlande, c'est plutôt quelqu'un qui est dans plein d'endroits, mais toujours des endroits un peu de publication du type autopublication, fanzine ou en tout cas revue avec pas beaucoup de moyens et aussi des gens qui n'ont pas forcément un statut reconnu dans le milieu. Et notamment, elle fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Cutie Cutie et les numéros sont disponibles en ligne, c'est KUTI, KUTI. Et puis après, elle a un label où elle auto-édite une partie de ses productions qui s'appelle Pétomise, je crois, je sais pas comment on le dit. Et elle est aussi un peu éditée par un système plus régulier, et notamment par toujours la même maison d'édition, hein, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais par le Frémoc ou FRMK. Et il y a un champ de beignets, je crois, chez eux, qui est pas mal, mais il y a surtout La Fête des Mères, qui est une de mes BD préférées à jamais désormais, qui est clairement dans mon top de BD, et qui a une histoire qui est trop chouette. C'est juste une histoire d'enfants et de leurs jeux qu'ils improvisent, notamment d'enfants qui voyagent dans le temps en utilisant la commande d'une télévision. Ça, c'est un peu le prétexte narratif. Ça se passe en Finlande, donc ils sont un peu chiés aussi, j'ai l'impression. Mais ce qui est trop bien avec cette BD, c'est qu'il y a une recherche du dessin et notamment il y a un usage des crayons de couleur qui est assez exceptionnel. Et en fait, tout est au crayon de couleur et il y a aussi un découpage que moi j'aime bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas de cases autonomes. Moi je déteste la BD parce qu'il y a des gens qui mettent du blanc entre leurs cases. Je déteste ça. Je ne comprends pas à quel moment on s'est dit qu'il fallait séparer les cases. Je trouve que c'est un des trucs les plus cons qu'on ait inventé dans le 9e art. Donc j'adore les gens qui ne font pas de cases, en fait qui font des cases mais qui font juste un trait. Du coup elle c'est ça en gros, il y a bien des séparations et bien des cases et il y a du découpage et le découpage d'ailleurs est d'une efficacité assez incroyable. Donc déjà il y a ça que j'aime beaucoup. Et le crayon de couleur il est absolument magnifique, mais il y a un autre truc que j'aime pas avec le crayon de couleur, parce que j'aime rien, mais souvent quand il y a du crayon de couleur qui est utilisé, et notamment dans la BD, j'ai l'impression qu'il y a une tendance des auteurs-autrices qui utilisent le crayon de couleur déjà à produire des images plutôt fixes, plutôt illustratives et plus vraiment de BD, et aussi un peu à faire étalage d'une certaine maîtrise de la couleur, des crayons de couleur, et quelque part, l'objet dessiné ou la performance dessinée prend un peu le pas sur la BD et sur le fait que la BD c'est aussi peut-être pas du mouvement, mais en tout cas du dynamisme, du rythme, etc. Et Amanda Vahamaki, c'est une des personnes que je connais qui utilise du crayon de bois, ce que je déteste aussi, je déteste les BD faites au crayon de bois, alors que elle, j'adore tout ce qu'elle fait au crayon de bois, et qui utilise vachement le crayon de couleur sans qu'il y ait de performance ou de défense d'un beaux-arts ou de je ne sais quelle connerie, et ça, c'est juste des ambiances et de l'originalité en barre et d'une certaine légèreté et il n'y a rien qui est alourdi par le trait, etc. Même si c'est hyper saturé. Et du coup, pour tout ça, c'est trop bien. Et par ailleurs, elle a un blog où elle reproduit une partie de ses boulots, notamment en sérigraphie. Et pareil, là, c'est génial, alors que la sérigraphie, ça peut être super chiant. Et elle fait jamais un truc un peu empruntée ou je sais pas quoi, elle a toujours le chic pour avoir des techniques qui peuvent tendre vers des réflexes ou vers des codes ou vers des conventions et tout, soit des conventions un peu confidentielles au milieu Beaux-Arts 2, lecteurs de BD et tout, soit des conventions plus générales du genre waouh, c'est de l'art. Bah, elle fait jamais ça. Et elle a un univers où il y a des sorcières, des trolls, des femmes fatiguées d'avoir des enfants. Des fois, c'est juste la vie quotidienne de meufs qui sont un peu débordées, puis qui vont voyager dans le temps tout à coup parce que leur petite cuillère produit des ondes radioactives. Je sais pas ce que c'est écrit en finlandais, donc j'ai un peu interprété. Mais en tout cas, La Fête des Mères, c'est en français et c'est trop bien. Et c'est une des meilleures BD que j'ai lues globalement. Pour ma part, j'aimerais parler d'un livre que je suis actuellement en train de lire. Je suis rendu à la fin, mais je ne l'ai pas encore fini. Je voudrais parler de L'Opoponax de Monique Wittig, donc le premier roman qu'elle a écrit, sorti dans les années 60. Je vois Agathe qui jubile car je sais qu'elle aime beaucoup Monique Wittig. De prime abord, c'était de rentrer dans, disons, son récit. Pas que de prime abord. Wesh. Disons que je me suis laissé aller, j'ai réussi à laisser couler, si l'on veut, car c'est un livre qui donc n'est pas vraiment chapitré, où il y a plus des parties, qui n'a aucun paragraphe et qui revient en fait sur
plusieurs épisodes, c'est un peu des tranches de vie, principalement d'une petite fille qui s'appelle Catherine Legrand, donc on suppose après-guerre en France. Le livre a cette manière très particulière d'être toujours dans le descriptif, d'être tout le temps dans l'observation de choses à la manière, si l'on veut, d'un enfant. Si on donnait une histoire à écrire à un enfant, comment est-ce qu'il décrirait les événements? Et c'est la question que se pose Wittig. Et c'est pas très confortable à lire, je peux pas dire le contraire. Et au final, il y a quelque chose de curieusement universel. Enfin, Marguerite Duras disait que c'est un peu le livre qu'on a tous écrit, mais que Wittig est la première, si l'on veut, la seule à avoir vraiment fait le pari de vraiment en faire un livre. Et je dois dire qu'en plus, observer l'évolution de ce langage, l'évolution de cette petite fille qu'on voit grandir, passer dans des écoles, enfin de la maternelle à une école catholique privée, tenue par des sœurs, des choses comme ça. Enfin, j'aime beaucoup en fait son rapport aux choses aussi, dans le fait que la plupart du temps, Wittig utilise le on. C'est-à-dire, elle n'utilise pas le il ou le elle, elle utilise le on comme un enfant parlerait systématiquement de sa bande. Mais c'est aussi une manière pour elle de, en tant que personne qui se pose des questions de linguistique et de genre, et on parle des années 60, c'est assez frappant de voir que, contrairement à ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut entendre par rapport au wokisme, à l'écriture inclusive, c'est des choses qui sont présentes depuis très longtemps. J'aime beaucoup ce temps de l'enfance où on est une bande, où on fait des bêtises, où on peut aussi être tantôt des bourreaux, tantôt des martyrs, parce qu'ils sont quand même des sacrés crasses, les gosses, par moments, c'est assez horrible. Mais il y a c'est compliqué à dire, mais une sorte de neutralité par rapport à ce qu'est un enfant. Ils sont ni idéalisés, ni diabolisés. Ils ont leur monde, ils ont leur code, leur manière de faire. Ils commencent à se sociabiliser, mais ils sont toujours un peu à part, toujours dans leur jeu, pas toujours bienveillants, qui sont souvent assez naïfs. Donc, bien que ce soit un livre assez rigoureux, qui peut être assez rebutant dans son parti pris, dans sa gageure, je dois admettre que je me surprends à passer plus d'une heure à le lire comme ça, alors que habituellement les livres qui tiennent un peu du nouveau roman ont tendance à un peu me sortir par les yeux assez souvent. Enfin bref, c'est vraiment une super rencontre et je pense que je vais continuer à parcourir l'œuvre de Monique Wittig et peut-être, étant donné que j'ai commencé par le premier, peut-être continuer dans l'ordre chronologique des sorties de ses livres, de ses publications. Cet épisode d'En Intervalle est donc maintenant terminé. Donc je tiens à remercier mes chers camarades Simon et Agathe, parce que c'est pas forcément facile de parler d'un film comme ça qui nous a autant déçus, ou qui nous a déplu, etc. Mais bon, on arrive malgré tout à en tirer des choses intéressantes, je trouve. Je remercie également Croquis pour le visuel. Je remercie le Calvin Ball Consortium de nous accueillir. N'hésitez pas à aller jeter un œil à leur catalogue de podcasts qui est très varié. Vous trouverez forcément quelque chose qui fera votre bonheur. Et n'hésitez pas non plus à faire un don à leur Patreon. C'est comme ça qu'on arrive à faire tourner notre petite boutique. Et je vous dis à la prochaine. Ouais, bon vent. Bonne nuit. Bisous. Au revoir.